Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'émission Les Bonnes Ondes, une émission pour les aidantes et les aidants qui se déplacent dans les territoires, enregistrée en public ce jour-là à Capcieux, le jeudi 24 octobre 2024. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, ainsi que sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook, sous le nom de Les Bonnes Ondes, l'émission pour les aidants. Je vous rappelle aussi que vous pouvez déjà écouter les 2 premières émissions, la première enregistrée à Pau-d'Insac, elle aussi ville aidante Alzheimer, sur le thème « Les relations avec son proche se modifient quand il commence à perdre de l'autonomie, comment faire face, comment s'adapter ?» Et la seconde émission qui a eu lieu à Longon, sur un sujet pas toujours simple à aborder, face à la vulnérabilité de son proche, quelles sont les mesures de protection à adopter ? Voici donc l'enregistrement en public à Capcieux et ça commençait ainsi. Nous voici donc aujourd'hui ici à Capcieux, labellisée ville aidante Alzheimer, et Madame Luqueday, maire de la ville, nous rejoindra tout à l'heure sur le plateau radio pour en parler. Alors un grand merci pour cet accueil et un grand merci également au pôle ressources Loubezine et à celles qui le font vivre et qui ont grandement accompagné la réalisation du contenu de cette émission. Vous voici donc embarqués dans l'émission des Bonnes Ondes, voyage d'une durée parfois incertaine. En tout cas, ne vous inquiétez pas, nous essaierons de ne pas vous perdre en route. 3 changements de plateau permettront d'avoir différents invités autour de la table pour aborder le sujet de l'isolement social des aidants. 3 interrogations baliseront ces échanges. De quoi parle-t-on quand on dit isolement social ? Puis, est-ce que définir ce qu'est être un aidant et savoir le repérer n'est pas tout d'abord le premier pas à faire ? Et pour terminer, les ressources de proximité, les accompagnements possibles tout proches, ne sont-ils pas une réponse à la prévention de l'isolement social des aidants ? Avant de donner la parole à celles et ceux qui sont autour de la table, il faut aussi de la patience en participant à cette émission. Je voulais rappeler que les aidants jouent un rôle fondamental dans l'accompagnement des personnes vulnérables et que oui, je parlerai de chiffres, leur contribution est estimée à 11 milliards d'euros par an. Dans un contexte politique où les efforts économiques sont de mise, il me semble important de rappeler la fonction cruciale qu'ont les aidants et pourtant, on peut dire qu'ils sont invisibles. Encore des chiffres. Mais c'est parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Seulement 48% des Français connaissent le terme aidant et 38% en comprennent réellement la signification. Invisibilité parce que le rôle d'aidant est considéré comme naturel dans l'ordre des choses, qu'il se joue le plus souvent dans le cadre domestique. Cette invisibilisation se traduit souvent aussi par un manque de reconnaissance dans les politiques publiques. Les aidants ne cotisent pas à la retraite pour leur travail, les compétences acquises ne sont pas reconnues professionnellement et le monde médical ne les identifie pas toujours comme partenaires. Bref, ce constat pour vous dire que l'émission des Bonnes Ondes, c'est cela aussi. Éclairer les défis et les solutions que les aidantes et les aidants vivent au quotidien. Valoriser ce qui existe sur des territoires, parfois éloignés des grands centres urbains. Mettre en lumière ce qui est proche et ce qui rapproche. C'est pourquoi c'est avec évidence que le thème de l'isolement est aujourd'hui celui de l'émission enregistrée ici à Capcieux. Nous y voici donc avec les invités autour de la table et je voudrais vous présenter Madame Eliane Delanavé, ancienne aidante de son époux, Monsieur Frédéric Gilibert, aidant de son épouse, jeune retraitée, Audrey Guilhem, psychologue du pôle ressources Loubezine de l'EHPAD de Capcieux, Monsieur Bernard Faget, bénévole Mona Lisa depuis 2022 et son acolyte, Madame Corinne de Montbron, bénévole donc elle aussi à Mona Lisa. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour à toutes. Vraiment merci d'avoir répondu oui à l'invitation des Bonnes Ondes. Nous allons passer un moment ensemble, un long moment pour certains. Tout va bien se passer, croyez-moi. Monsieur Boris Callen, coordinateur Gironde des référents nationaux de Mona Lisa, devait être parmi nous aujourd'hui. Hélas, il ne le sera pas, attendu à d'autres colloques qui se sont intercalés entre-temps. Néanmoins, j'ai pu l'interviewer et nous l'entendrons au cours de cette première partie d'émission. Pour introduire nos échanges sur l'isolement social des aidants, j'avais envie de vous faire écouter un court extrait du témoignage de Marie-Jo, aidante de son mari.
Elle a participé à l'exposition photo sonore que vous pouvez retrouver dans la salle d'ailleurs, derrière vous avec d'autres témoignages d'aidants. Je vous laisse écouter. Ça a modifié beaucoup de choses. Je n'ai plus d'amis. Mes amis sont partis. Je croyais en avoir, mais non, aucun. J'ai plus que ma famille restreinte, c'est-à-dire je ne peux compter que sur mes enfants, ma fille, mon fils, une tante, et puis c'est tout. Les autres, ils sont partis. Alors soi-disant qu'ils n'osent pas m'appeler parce que ça me ferait mal. Mais non, ce qui me fait mal, c'est le fait qu'ils soient plus là, qu'ils soient pas là, que j'ai personne. Alors, le témoignage de Marie-Jo, je trouve, est fort, hein. C'est un ressenti quand même de solitude. Eliane et Frédéric, sans peut-être être aussi isolés au niveau des amis de la famille, est-ce que ce ressenti vraiment de vous sentir seul, c'est quelque chose qui vous est familier? Oui, oui, il y a une partie, oui, effectivement. Alors, je pense que les gens sont gênés. Ils ont un autre regard sur un couple qu'ils connaissaient, qu'ils côtoyaient, avec qui ils faisaient la fête, et qui, du jour au lendemain, ils se rendent compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui est cassé. Et c'est certainement... J'ai pris ça au départ pour de la pudeur. Et ne pas gêner, ne pas... Et puis, on se rend compte que... il n'y a pas que ça. Il y a le fait de ne pas vouloir. Ils ont leur vie, chacun a sa vie. Chacun essaie de mener sa vie comme il peut. Il est aidant aussi, quelque part, à partir d'un certain âge. On est aidant de l'autre. Hein, mais voilà, je reproche à personne. Je garde des amis. On était en Vendée avant. On est venu sur Bordeaux. Donc déménagement, beaucoup d'isolement aussi, mais bon, voilà, on a recréé un tissu avec des voisins, on essaie de partager les choses, mais c'est vrai que beaucoup d'amis n'osent plus. Eliane, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, vous, quand votre époux était encore avec vous? Un peu différemment. Moi, c'est l'attitude de mon fils qui m'a vraiment prise, qui m'a fait mal, parce que je pense qu'il avait peur, il a pas du tout... il a pas compris ce qui est arrivé à son père. Et je pense que ça a tellement fait peur que bon... il est venu m'aider pour réinstaller la maison avec ses enfants. Mais voilà, je me suis sentie vraiment seule. Il y avait pas d'échange, il y a pas de parole, et on en parle toujours très peu. Voilà, et pourtant nous sommes venus habiter ici par rapport à lui, et puis sa femme et sa petite famille. Mais je pense que la peur a pris le dessus, le voir son père comme ça, parce que bon, ça a été très très difficile. Il est sombré, il est resté dans le coma pendant 6 mois, donc c'est dur. Et donc je pense que pour lui, la seule chose qu'il a pu me dire, il me dit à partir de ce moment-là, pour moi c'était terminé. Oui. Voilà. Il avait pas tourné la page, mais voilà. Et je pense qu'il n'a pas su il n'a pas su ce que j'attendais, il n'a pas su me réconforter. Mais par contre, il m'a bien expliqué, fais tout ce qui est nécessaire, ce que tu peux mettre en place, vas-y. Voilà. Bon, c'est vraiment ça. Et puis alors les amis, bon, ils vous passent un coup de téléphone, mais on reste pas trop. Nous avons quand même une amie de 30 ans qui est venue tout de suite. Et on est toujours en contact. Et elle m'a beaucoup aidée. Aussi, quand il a fallu mettre en place, essayer de me conseiller, de voir comment on pouvait faire. Enfin bon, ça c'est encore autre chose après. Frédéric, le fait je reviens vers vous, parce que vous êtes nouvel arrivant en définitive sur ce territoire. Le fait d'arriver dans un endroit complètement nouveau, c'était plus simple peut-être dans les nouvelles personnes, puisqu'elles ne vous avaient pas connu avant en tant que, j'allais dire, couple
comme chacun. Il y avait deux choses en fait. Le fait qu'on déménage et qu'on s'installe dans la région, j'étais beaucoup plus présente puisque du coup j'étais là tous les soirs, alors qu'avant je partais le lundi et je rentrais le vendredi. Oui, vous étiez encore en activité. Voilà, j'étais en activité et je viens de prendre ma retraite il y a début octobre. Donc, vive la jeunesse. Et donc effectivement, on a la capacité avec ma femme de s'adapter à tout et à tout type de situation. Elle est très habituée à de nombreux déménagements. Voilà, ça aide beaucoup. Et aujourd'hui, on recrée des choses. Mais Eliane disait que tout à l'heure, son fils, moi, sur les 2 enfants que ma femme a, il y en a un qui appelle tous les jours, tous les soirs. Et il y en a un qui est en pause de déni. Un déni, il ne veut pas le reconnaître, il ne veut pas l'entendre. Prétend qu'il l'a toujours connu comme ça. C'est épouvantable. donc voilà, mais on ne juge pas, on les laisse, on leur explique qu'un jour, attention, un jour, il ne faudra pas regretter. Audrey, je reviens vers vous. L'isolement social, il y a plusieurs causes, et notamment ce que disait aussi Frédéric, l'incompréhension de sa famille, de ses proches. Oui, alors on sait que ça peut être une des causes qui revient souvent chez les aidants quand on échange avec eux, c'est le fait de ne pas se sentir compris dans ce qu'ils vont traverser, dans ce qu'ils vivent, et comme s'il y avait un décalage aussi entre ce que les autres vivent et ce qu'eux ils vivent dans leur quotidien. Je pense par exemple à une aidante qui me disait « Mes amis arrivent, ils m'envoient des photos de leurs vacances alors que moi je suis juste en train de gérer le passage des infirmières qui viennent pour les soins de mon mari » et ça met en place une distance en fait malgré ce que les personnes ont traversé auparavant et finalement il y a plus de discussion de sujets communs parce que se dire on est allé voir tel film au cinéma alors que la personne ne peut même pas sortir de chez elle par exemple, ça peut paraître anodin mais c'est ces discussions qui rapprochent les personnes aussi et qui font qu'on crée du lien, on crée de la relation, on partage quelque chose et ce fait de ne plus partager un quotidien commun ça éloigne des personnes. Il y a, tout à l'heure, on a entendu cette notion de gêne. La gêne, elle est chez... Les aidants ne sont pas dupes, puis souvent ils s'en rendent compte que quand on vient rendre visite, selon aussi la visibilité ou pas de la maladie, mais les personnes rapidement vont être pressées de partir ou elles viennent, mais on sent la gêne, les conversations elles sont moins naturelles ou moins évidentes qu'auparavant. Mais parfois il y a aussi la gêne des aidants face à la maladie, au comportement de leurs proches. Une personne qui aurait des troubles cognitifs, qui serait désinhibée, qui aurait du coup un vocabulaire qui ne serait plus adapté en société, ça peut être vraiment gênant en fait aussi pour les aidants qui vont avoir tendance à se mettre en retrait aussi. Donc ça, on peut le retrouver exactement, voire de la honte. Ça, c'est des choses qu'on peut entendre de la part des aidants. Donc c'est vrai que cette notion de ne pas se sentir compris, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Après, il y a d'autres causes qui vont être à l'origine de l'isolement social. Ce qui revient souvent dans les plaintes spontanées des aidants, c'est cette question du temps, d'avoir du temps, et ce manque de temps surtout, parce que petit à petit, en fait, tout tourne autour des besoins de la personne accompagnée, et entre la mise en place des aides à domicile, les rendez-vous médicaux, la charge administrative qui est quand même très lourde pour le moindre dispositif, il y a des tonnes et des tonnes de documents à remplir. Petit à petit, finalement, le temps de l'aidant est réduit juste à l'accompagnement en fait, de la personne aidée. La vie est absorbée en début. Exactement. C'est ça. Et finalement, comme si tout était centré autour des besoins de la personne malade et qu'il n'était pas légitime pour l'aidant d'avoir ses propres besoins. Et alors, quand on parle en plus de lien social, comme si c'était un besoin qui n'était pas essentiel. On en a beaucoup parlé pendant le Covid de ce qui est essentiel ou pas pour vivre, alors qu'on sait aujourd'hui, les études montrent l'importance du lien social pour un bien-être psychique, mais aussi même en facteur santé. Et d'un seul coup, il y a cette culpabilité chez les aidants. Mais pourquoi moi, je vais aller passer 1 heure au cinéma ou au café avec une amie, à prendre du bon temps, à penser à autre chose, alors que mon proche, il lutte contre la maladie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a quelque chose un peu sentiment d'injustice. Oui, exactement. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et en plus, on est dans une société où, comme tu disais tout à l'heure en introduction, sans les aidants non professionnels, le maintien à domicile ne fonctionnerait pas. C'est 11 milliards d'euros d'économies
parce qu'il y a des aidants non professionnels. Ça serait impossible en fait de ne mettre en place que des aidants professionnels, et c'est là les limites du maintien à domicile. Il y a quelque chose de l'ordre de presque d'obligation sociale à devoir s'occuper de son proche. Il y a cette notion de un rôle naturel. Exactement, de devoir, on parle de loyauté. Il y a même cette notion de dette filiale. C'est après tout ce que mes parents ont fait pour moi, il faut bien que je leur... Exactement. Alors souvent, moi, je leur réponds, mais dans ce cas-là, ils ne vous ont pas donné de l'amour, ils vous l'ont prêté. Si vous vous sentez obligé aujourd'hui de devoir le rendre. Et bon, c'est vrai que ça reste en tout cas dans les esprits des aidants, et c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre société. Donc cette question du temps et de prendre du temps pour soi, c'est même pas envisageable, et on en parle quand on parle de solutions de répit. Parfois on voit que c'est difficile pour adhérer parce que c'est difficile d'entendre qu'on a besoin de temps pour soi. Parce qu'on n'est pas la priorité, on n'est pas la personne malade, et pourtant on sait l'impact sur la santé de la situation des danses. Et je rajouterais, on a d'autant plus besoin de lien social quand on est aidant, puisque du coup la sphère se rétrécit, puisque c'est une sphère qui se rapproche avec la personne dont on s'occupe. Donc pour faire une petite transition, j'ai envie de vous faire écouter justement ce que disait Boris Kallen sur l'isolement social. Moi, ma première question, c'est de lui demander, est-ce que l'isolement social, c'est une menace pour chacun de nous? Et voilà ce qu'il m'a répondu. Nous avons tous besoin des autres, et que sans altérité, on n'a aucune chance de nous développer, finalement. C'est pas qu'une image, en fait. C'est pas une idée abstraite. C'est-à-dire que on sait qu'un organisme sans altérité s'éteint. Un cerveau qui n'est pas stimulé par la présence des autres, par leur affection, par leurs mots, et il subit des atrophies mentales. C'est-à-dire qu'on le voit en neuroimagerie, réellement. On le voit dans la matière. Donc sans altérité, mon cerveau, mon corps et mon âme dysfonctionnent. Donc c'est vrai que c'est important de rappeler que être en lien avec les autres, c'est fondamentalement essentiel pour les êtres humains, et que si c'est pas le cas, ça altère de façon très importante leur santé, et que ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux, de démence, évidemment de dépression, d'anxiété, et que toutes les grandes études au niveau international, à grande échelle épidémiologique, ont mis à jour les effets en fait de la solitude sur les individus, et ont montré que souffrir de solitude augmente le risque de décès prématuré de 30%. C'est-à-dire que les ravages de la solitude finalement sont comparables à fumer 15 cigarettes par jour. Et donc, ça dépasse même les méfaits de l'obésité et de la consommation régulière d'alcool. Donc voilà, ces statistiques nous alertent évidemment sur l'urgence d'agir. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'on traverse une crise généralisée du lien, clairement, et que c'est une crise, c'est même la mère presque pour nous, évidemment, qu'on pense que c'est la mère de toutes les crises, et que ça vient dans un moment où cette absence de qualité, il arrive sur une planète qui est hyper connectée en fait, et interconnectée. Donc c'est assez étonnant aujourd'hui de voir ce paradoxe qui est qu'on n'a jamais été aussi reliés les uns les autres, et qu'en fait on n'a jamais autant souffert de solitude. Et Eliane et Frédéric. Frédéric va démonter la table, mais tout va bien se passer. Ah oui, c'était Corinne. Ce sentiment de solitude, vous l'avez ressenti? Quelles a été vos actions pour le rompre? Est-ce qu'on est venu vous tendre la main, ou est-ce que c'est vous qui avez été vers des personnes ou vers des structures? Moi, il y avait une mise en place à faire. Et c'est vrai qu'on m'a beaucoup tendu la main, et heureusement. Et je le souhaite à tout le monde. Parce que quand on se retrouve dans une situation telle que on a perdu
notre moitié ne répond plus, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus rien, vous dormez plus, c'est nul, il n'y a plus de conversation. Et donc, cet accompagnement, ça a été fait dès le départ. J'étais accompagnée par les psychologues. Je n'ai jamais été lâchée jusqu'au décès. Hein. Et de là, je me souviens que je crois que c'est l'ARS qui était venu à la maison pour trouver des structures parce qu'il il pouvait plus marcher. Avec l'ergothérapeute de mettre des choses en place, enfin tout. Et il y a un monsieur je voulais qu'on trouve une activité pour lui, qu'il fasse quelque chose, pour que je puisse bouger, sortir, enfin, parce que s'aérer complètement. Et là, c'est un certain monsieur, je dis son prénom, c'est Hugo. Et c'est lui qui m'a mis en relation avec Pôle Ressources de Captieux. Et là, j'avoue que ça a été les mains tendues. Parce que ça a été... ils sont venus à la maison, ils ont rediscuté. Et là, ça fait du bien quand vous voyez qu'on s'occupe de l'être que vous aimez, qu'on vous donne vraiment... on lui donne la main, là. Il va peut-être s'en sortir. Et vous, ça vous soulage. Ça vous soulage. On va faire quelque chose avec lui pour le sortir, lui aussi, de son isolement. Et puis alors, vous respirez. Enfin, moi, j'avais une activité professionnelle qui m'amenait à rencontrer beaucoup de clients. J'avais des clients, donc j'avais la possibilité de m'oxygéner. Et quand je dis oxygéner, c'est vraiment oxygéner. Donc j'avais cette activité la journée et le soir. Bon, c'est vrai que c'était quand même le silence puisque c'est de l'isolement. La personne qui est atteinte d'une maladie comme celle-ci, c'est moins de communication, beaucoup moins de communication, si ce n'est aucune communication, plus de sourire, au moins. Donc on est confronté à ça. Et en fait, moi, j'ai bousculé un peu le corps médical, puisque on a vu le docteur, je ne sais pas si je peux citer les noms, des docteurs Pixin, par exemple, à Captieux, qui m'a entendu, qui m'a écouté, qui m'a entendu et qui a dit « Ok, on y va ». Et il a fait en sorte qu'il y ait les examens, et ces examens ont amené différents contacts, et le pôle ressources, et l'APA, et le département, tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné, mais il faut se battre. En tout cas, là, c'était vraiment de votre part un chemin où vous avez tapé à des portes et où vous avez eu des réponses. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais c'est vrai, et je pense que c'est là le message d'espoir qu'on peut donner à tous les aidants, nouveaux aidants ou aidants existants depuis très très longtemps, c'est qu'on a plein de gens qui sont là pour vous conseiller, vous aider, vous épauler, vous soulager s'il faut. Et parce que c'est vrai que c'est un travail 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, n'est-ce pas Audrey qui m'a fait une fois la remarque. Et donc c'est important effectivement d'avoir ces équipes qui sont bienveillantes. C'est de la bienveillance qui vient, qui arrive. Et donc il faut suivre ça, il faut suivre ce mouvement, et ça vous permet de voir les choses différemment, complètement différemment, une approche différente. Les conseils qui sont donnés, on a une approche différente avec la maladie, et c'est du bonheur. Ça peut être du bonheur, je pense, parce que c'est le moment où on attend le sourire, où on a un sourire. Ça, c'est merveilleux. Vous savez, ce que je pensais l'autre jour. Je ne sais pas si c'est de quelqu'un, mais les souvenirs, c'est ce qui lui reste quand elle a tout oublié. Et ça m'est venu parce que je me suis dit, mais oui, elle me raconte des choses, mais dans quel paramètre, dans quel espace elle est, dans lequel je ne suis pas. Donc voilà, c'est ce qui m'était venu à l'esprit, c'était ça, voilà. Mais voilà, on travaille tous les jours. On fait en sorte que on est peut-être quelquefois un peu trop dur. On a fait travailler beaucoup pour surtout pour pas perdre. C'est ça aussi notre obsession. Pour continuer à être
d'une manière ou l'autre ensemble, en tout cas. Voilà, tout à fait. Mhm. Mona Lisa, on va écouter Boris Callen qui en parle un petit peu, et puis après Bernard et Corinne, je reviendrai vers vous, puisque vous êtes le binôme Mona Lisa de Captieux, mais on redonne la parole à Boris Callen qui nous explique justement ce qu'est Mona Lisa. En fait, Mona Lisa, si on veut le résumer, c'est de dire que pour répondre à la question de l'isolement, de la solitude des personnes âgées en France, c'est un sujet tellement complexe, tellement intime aussi, et qu'en France, l'intervention sociale, ou enfin, l'intervention en général, souffre d'une approche trop fragmentée, voilà, qui voit s'empiler les dispositifs, les intervenants, les tâches, et que donc de fait, les acteurs restent en silo finalement, chacun est dans son couloir de nage. Donc Mona Lisa, et ça part de cet existant-là et dit que y répondre, ça nous oblige en fait, répondre à l'isolement, à la solitude, à élaborer et je dirais à porter des stratégies de décloisonnement et de coopération sur les territoires pour diversifier les liens et résister finalement à l'entre-soi, tout en respectant évidemment l'indépendance et l'identité de chaque organisme. Donc Mona Lisa, finalement, sur ce volet de la coopération, elle aide à structurer des démarches sur les territoires, de façon en proximité. Elle porte une animation, elle aide à porter une animation durable de coopération entre acteurs. Donc entre acteurs, c'est tout le monde, hein, c'est les bénéficiaires eux-mêmes, les citoyens, les élus, les partenaires, les associations, les institutions. Voilà, pour prévenir et faire reculer l'isolement. Voilà, c'est vraiment une démarche de co-construction. Ça, c'est vraiment la première jambe, on dirait. Et la deuxième, c'est la question des équipes citoyennes. Partant du constat, en fait, que les personnes les plus touchées par l'isolement, elles sont assignées à domicile, finalement. Et elles sont assignées aux relations qu'elles peuvent nouer, mais vraiment dans la très grande proximité. Et en même temps, il y a une grande diversité de solidarité informelle qui se joue et qui se tisse vraiment dans la grande proximité. Et que donc, face à ce défi-là, on doit soutenir, pour nous, un vaste, je dirais, mouvement de solidarité de citoyens de proximité. Et donc, pour mobiliser les entourages des personnes fragiles, avoir des voisinages qui sont présents. Et donc, ces équipes citoyennes, elles réunissent des personnes de tous les âges qui, à côté de chez eux, donc dans leur quartier, dans leur village, décident de s'engager ensemble, donc en équipe, pour lutter contre l'isolement en proximité. Ça peut être des visites de convivialité, mais ça peut être aussi des projets intergénérationnels, ça peut être les déplacements, ça peut être l'accès à la culture. Donc là, il y a beaucoup de choses à inventer là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment de valoriser le potentiel d'engagement des citoyens. Voilà. Voilà ce que nous dit Boris Callen sur Mona Lisa. Donc en face de moi, Corinne et Bernard, vous êtes une équipe en fait. Vous êtes un binôme. Alors est-ce que vous pouvez nous dire mais qu'est-ce qu'est ce binôme et comment vous vous êtes rencontrés? Ça commence bien. Et bien, en fait, on s'est rencontrés quand j'ai été appelée par Stella du pôle ressources pour faire partie de cette équipe, mais je savais pas trop ce que c'était. Puis je me suis dit, Mona Lisa, l'isolement des personnes âgées, allons-y. Et c'est là que j'ai rencontré Bernard. On a fait une formation à Kudos, en 2020, je pense, ou 2019, je sais pas trop. Et là, on a été formés, on nous a expliqué qu'il y avait beaucoup de personnes âgées, isolées. Et je suis un peu tombée des nues parce que c'était pas mon monde, je savais pas. Ouais.
Et là, on nous a dit que même en maison de retraite, les personnes pouvaient être isolées parce que pas de visite. Ça non plus, je ne savais pas de famille, pas de visite. J'étais étonnée aussi, c'était pas du tout mon monde. Et là, on s'est choisi avec Bernard pour aller visiter une personne âgée à l'EHPAD qui malheureusement est décédée fin septembre. On est tous les deux touchés par ce décès parce que ça faisait 2 ans qu'on allait le voir régulièrement et il est parti brutalement et on ne lui a pas dit au revoir. Et moi, je suis très triste de ça. Bernard aussi, le nôtre. On avait 2 Bernards. On en a gardé un. Voilà. Et voilà. Et sinon, on va voir chez elle Simone. À domicile. Une dame à domicile qui est âgée. D'ailleurs, c'est son anniversaire lundi prochain. Vous y alliez, vous 1, 2, 3. Vous lui rendez visite tous les combien? 2 fois par mois. 2 fois par mois. Oui, 2 fois par mois. On va la voir pendant 1 heure. Souvent, on boit un petit café avec elle. Elle nous raconte souvent sa vie. Elle est très perturbée par le climat. Donc, on parle beaucoup de la météo. On bouge pas beaucoup parce qu'elle est quand même... elle marche pas très bien. Beaucoup, non. Elle est ravie de ces rencontres avec vous. Elle vous attend? Ah oui. Ah oui. Oui, elle nous attend. Je ne sais pas comment elle fait, mais quand on arrive, elle est toujours debout avec sa canne. Elle est déjà debout. C'était pas gagné au départ. Non. Ah, Bernard, pourquoi c'était pas gagné? Parce que c'est une personne que je connaissais déjà d'avant, mais c'est des gens qui sont chez eux, qui sont dans leur monde, qui ont leur famille. Et pourquoi une personne étrangère irait à la place de ses enfants faire ce travail-là, lui rendre visite. Voilà. Alors, comme je la connaissais, le lien a été plus facile. J'ai présenté Corinne. Elle m'a dit, mais qui c'est ça? Mais maintenant, si j'y vais sans Corinne, comment ça? Elle n'est pas là, Corinne? Elle s'inquiète? Ah oui, elle est très inquiète. Mais très heureuse de nous voir tous les 15 jours. Quoi, ouais. Voilà. Elle nous remercie, elle nous prend dans les bras, on la prend aussi. Il y a des câlins. Elle est devenue une petite chose, toute petite. On la prend dans nos bras et elle reste dans nos bras. On se dit, bon, elle a besoin. Parce que, en fait, malgré qu'elle ait le repas de la dame qui vient lui porter son repas tous les jours, Michel. Elle avait un peu le kiné aussi, mais elle n'a pas énormément de visites quand même, parce que ses enfants habitent un peu loin. Ses 2 filles à Bordeaux. Et Mérignac et l'autre, elle est dans les Alpes. Dans les Alpes, je crois. Voilà, du coup, elle n'a pas énormément de visites quand même. Voilà. Et on va la voir donc, tous les 15 jours et c'est du bonheur. Mais peut-être que ce que vous y amenez, vous, dans vos visites, c'est la qualité de la relation. C'est que vous êtes vraiment avec elle. Vous êtes vraiment curieux de qui elle est. C'est peut-être ça, c'est non pas la quantité, mais ce que vous lui apportez, c'est vraiment une relation de profondeur, je dirais. Oui, moi je pense parce qu'en fait, quand on parle avec elle, on parle de sa jeunesse, de ce qu'elle a fait avec son mari, ses enfants, comment ils vivaient autrefois. Et moi, je suis aussi aidante de ma maman et je vois que j'ai pas les mêmes relations avec Simone que je vois tous les 15 jours et je suis à l'extérieur de sa famille. Quand on est la fille ou la femme ou l'époux, enfin, quelqu'un de proche, on voit plus la maladie ou le vieillissement. Et quand maman me dit qu'elle a mal, ça me fait encore plus mal. Bon, Simone aussi, mais elle ne le dit pas justement, Simone. Elle dit pas. Jamais. Elle se plaint pas, cette dame. Elle nous dit juste le bonheur qu'on a d'aller la voir. Un peu compliqué, c'est que ces personnes, elles deviennent des êtres que l'on aime, alors qu'on ne les connaissait pas avant. Mais après, c'est trouver tous les 15 jours des sujets de conversation. Ça vous préoccupe à chaque fois? Pas à chaque fois, mais bon, on essaie de trouver des sujets, mais c'est pas aussi facile que ça parfois parce que. D'où le binôme peut-être. Ah oui, c'est tout à fait. Et puis le binôme est primordial. Oui, grâce à Mona Lisa et Pôle Ressources, on a des, qu'on appelle ça des comment on dit, mais des jeux, des choses comme ça, des jeux, des choses où on a eu des formations, savoir communiquer avec les personnes âgées, parce que c'est pas évident. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire. On a eu des formations sur les maladies, sur des choses comme ça. Et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi pour savoir comment aborder la personne âgée. Ouais. C'est pas aussi C'est facile. bénéfique pour nous également. Ouais. Hein,
Mais j'entends bien. Ouais. Et puis moi, je trouve, franchement, que quand je vais les voir, quand je reviens, ça me donne une pêche parce que je me dis, oulala, dans 20 ans, tu seras dans ce cas, vaut mieux en profiter tout de suite, quoi. Ça me donne envie Toi aussi, de dans beaucoup profiter, mais profiter de la vie à 300%. Parce C'est qu'on vrai. ne se rend pas compte que nous-mêmes, on vieillit. Et quand on les voit, on se dit, bon, ben voilà, on va vers là. Et moi, ça me file des claques. C'est Puis vrai. quand je vois Bernard, ça me file des claques. Parce qu'il est beaucoup plus âgé que moi. Ah, ça se voit pas, mais je suis un vieux. Oui, bien sûr. Ça se voit pas, mais on se doute. Bon, merci Corinne et Bernard. On arrive à la fin de ce premier plateau. Est-ce que les invités autour de la table, vous auriez... Alors, Frédéric et Eliane, vous êtes là sur les 3 plateaux, donc vous allez encore avoir beaucoup de choses à dire et je reviendrai vers vous. Audrey, vous avez peut-être quelque chose à rajouter ? Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Après, je rebondis juste sur l'isolement et le fait qu'on ne se rende pas compte. Il y a quand même une étude du Crédoc qui a été faite en 2020, donc c'est assez récent, qui dit que 18% des aidants se sentent exclus. Par rapport à la population générale, c'est 8% de personnes qui vont exprimer ce sentiment-là. 18% sur 11 millions, ça donne 2 millions de personnes en fait, qui se sentent exclues dans leur quotidien. Enfin, c'est vraiment un enjeu énorme. Et on sait qu'aujourd'hui, on attend des pouvoirs publics. Il y a eu des études qui ont été faites récemment sur justement travailler, prévenir cet isolement social des aidants, parce que ça représente presque 2 millions de personnes quand même en France. Et on parle juste d'exclusion, parce qu'après, c'est un aidant sur 2 qui se sent seul et incompris de son entourage. Merci Audrey pour ces précisions. Alors, pour terminer cette première partie du plateau, j'ai envie de vous faire écouter le poème de Monsieur Renelli. Monsieur Renelli est accompagné au quotidien par son épouse. Il est passionné d'écriture, il a toujours écrit, ça fait partie de sa vie. Il y a une grande sensibilité dans ses poèmes. Je vous laisse écouter. Il y a encore un petit peu de musique et puis ensuite on change de plateau. Boulevard des Avatars. Sur le boulevard des Avatars, il n'y a plus de loup-bar, plus de piano-bar, ni d'autocar. Il se fait tard sur le boulevard des Avatars. Je ne t'attends plus, j'entends la pluie. Je ne chante plus, je crains la nuit. Sur le boulevard des Avatars, il n'y a plus de bagarre, de 68 arts, de politique art. Il se fait tard sur le boulevard des Avatars. Mais au beau jour, on se faufile, sans dire bonjour, en baise en ville. Sur le boulevard des Avatars, il n'y a plus de retard, plus d'étendards pour les smicards. Il se fait tard sur le boulevard des Avatars. Pourtant, le jour, tout le monde défile, conteste et court. Est-ce bien utile ? Sur le boulevard des Avatars, il n'y a plus de fêtards, même plus de clochards. Je loupe mon rencard. Il se fait tard sur le boulevard des Avatars. J'attends le tramway de mes désirs. Il n'y a que des pavés sur mon délire. Sur le boulevard des Avatars, il n'y a plus de bâtards, ni de cathares mis à l'écart. Il se fait tard sur le boulevard des Avatars. On n'y croit plus, le prêt-à-penser, le coup de pied au cul sont consommés. Je me réveille sur l'avenue quand le soleil est revenu. Je vois des hussards, des superstars, des malabars qui s'accaparent même les beaux-arts. Je suis perdu, je ne vois plus que du brouillard. Poème de Monsieur Renelli. Oh, vous êtes là, c'est super. Bon, merci, bravo. Entre le plateau numéro 2 et le plateau numéro 3, il y aura aussi une autre capsule sonore avec notre poème de Monsieur Renelli. Merci en tout cas, Karine. Deuxième plateau
Je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute, ça je le dis, c'est pour les auditeurs qui vont réécouter en podcast. Donc je rappelle que vous êtes toujours dans l'émission Les Bonnes Ondes, l'émission qui se déplace dans les territoires pour donner la parole aux aidants et à toutes celles et ceux qui contribuent à les accompagner, à les soutenir et à les aider. Donc cette seconde partie, nous avons autour de la table, et bien toujours Eliane à ma droite et Frédéric à la gauche, Stella du pôle ressources Loubésine, Madame Luquedet, maire de Capcieux Ville Aidante Alzheimer, et puis toujours Audrey aussi qui reste parmi nous pour ce deuxième plateau. Alors, Eliane et Frédéric, vous nous en avez parlé un peu tout à l'heure. Là, on est en train d'envisager ensemble comment on peut s'identifier aidant. Est-ce que vous êtes considéré comme aidant avec tout ce que ça engage? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu de suite ou petit à petit? Et comment vous en avez pris conscience? En fait, quand on découvre la maladie, parce que bon, c'est vrai que la maladie d'Alzheimer, tout le monde en parle et c'est un peu la crainte de tout le monde, quelque part. Un peu. Mais quand on découvre la maladie, on se dit, bah, oui, on va s'occuper de la personne qui est malade. Mais on ne se rend pas compte qu'effectivement, on va s'occuper de nous. Et le moment où effectivement on prend conscience de ça, c'est que, voilà, les gens s'adressent à vous et essaient de vous apporter des solutions pour que vous gardiez effectivement la personne atteinte de la maladie, qu'elle reste à la maison, ça c'est important. Mais on comprend qu'à partir de là, si vous voulez, c'est un peu les statistiques que vous disiez, effectivement 11 milliards, on fait 11 milliards d'économies, et je comprends pourquoi on s'intéresse à nous, à un moment donné. Un peu, oui. Mais quand vous disiez 43% de gens qui ne connaissaient pas le terme d'aidant, oui, mais je faisais partie de ces gens-là, et tout en ayant peut-être eu dans mon passé un vécu qui m'avait déjà amené à être aidant, mais et je fais partie des 38% qui sont aujourd'hui très conscients de ce qu'est le nouveau métier d'aidant. Oui. Moi, j'ai été modestement commercial, et je suis aujourd'hui à 100% aidant. Oui. Vous avez développé des compétences, de nouvelles compétences. Certainement, oui. Certainement, par l'écoute, par les différents conseils, par les différentes réunions qu'on peut avoir autour de gens, et puis par rapport aussi, je parle de Stella, on se croise et elle apporte toujours un regard différent sur les choses. Donc, par Madame le maire qui est ici présente, moi je suis ravi et étonné et merci de faire des choses comme ça pour la maladie d'Alzheimer, parce que c'est pour tout un chacun un geste, enfin on en parle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on officialise un peu les choses aussi, et on met un peu le débat, pas sur le plan politique, mais on le met quand même, on le met dans la proximité et dans la société. Madame Luquedet, je vous sens, vous avez envie d'intervenir. Oui, allez-y. Effectivement, j'ai envie d'intervenir et je n'ai pas de remerciements, monsieur, si je peux me permettre, parce qu'en fait, je pense quand même que tout élu que nous sommes responsables aussi quelque part de ce qui arrive. Et je suis très fière. Et je le dis avec beaucoup, voilà. Je suis très fière de ce que l'on fait aujourd'hui à Capcieux et je suis très fière sur le chemin que j'amène mon conseil municipal. En fait, vous savez, ça fait très longtemps que moi je me suis aperçue que finalement beaucoup de gens étaient seuls par mon métier. J'ai été factrice pendant 32 ans. Ah oui. Et à la base, j'ai aussi un BEP sanitaire et social. Le social, donc, c'est quelque chose qui m'anime depuis très très longtemps. Et la personne âgée encore plus longtemps, puisque je dois dire que dès l'âge de 4 ans, j'étais assise, nous étions encore avec des vrais amis, et j'appellerai pas des Facebook, nous étions avec de l'échange. Et de l'échange, ça se passait sur un banc. Et à ce moment-là, ces mamies que l'on voyait sur les bancs, on avait l'impression qu'elles papotaient, qu'elles disaient beaucoup de bêtises et de méchanceté sur les gens. En fait, c'était pas du tout ça.
elles n'étaient pas plus méchantes qu'aujourd'hui Facebook et tous ces réseaux sociaux dont on parle. Et voilà. Elles étaient ensemble, en fait. Elles étaient ensemble, et en fait, il était toujours intéressant que nous, étant enfants, nous allions aux côtés de ces personnes âgées. Et ces personnes âgées, moi, je leur dois beaucoup parce qu'en fait, j'ai appris beaucoup puisque je suis née à Capcieux. Enfin, née à Capcieux, non. Je m'amuse à dire ça, mais en fait, on n'avait pas, comme me dit mon mari, il n'y avait pas de maternité à Capcieux, donc tu es née à Bazès. Effectivement. Ah oui. La plus grande ville qui est à côté, Madame Luquedet. Avec une cathédrale. Ah, voilà. Et en fait, voilà, ces personnes âgées, en fait, j'ai tout appris très jeune. Et je me suis appris aussi qu'elles étaient fragiles, mais qu'à la fois, elles étaient indispensables à la société. Et après, au fil du temps, j'ai aussi appris par mon métier, comme je vous dis, de factrice, que l'isolement en campagne était beaucoup plus grave qu'on ne voulait le penser. Parfois, il y avait des gens, ils ne voyaient que le facteur. Je dirais même, ils s'abonnaient à Sud-Ouest pour ne voir que le facteur. Parce qu'on était les seules personnes... Voilà. Et au fil du temps, on vivait avec eux parce qu'ils nous disaient, et comme vous disiez, je ne sais plus qui autour de ce plateau disait, je pense que c'est Corinne qui disait que c'est plus facile de s'adresser à quelqu'un qui n'est pas de sa famille et qu'on ne connaît pas que quelqu'un qui est trop près de la famille et que l'on connaît. Il y a des échanges, qui se font avec des gens que vous ne connaissez pas et des paroles qui se délient. Donc en fait, cet isolement-là, voilà. Ensuite, si je peux me permettre, effectivement, lorsque j'ai été maire, donc sur mon premier mandat 2014-2020, où j'étais adjointe aux affaires sociales, j'ai toujours été très sensibilisée justement par comment aider l'autre et comment aussi ne pas faire de différence. Ici, on a un ESAT donc, qui est là depuis 1984. Alors moi, j'étais un peu sensibilisée puisque mon mari a fait pendant 38 ans son métier d'éducateur et après chef de service, etc. Et au travers des discussions qu'on avait le soir, je me disais, mais enfin, mais oui, il faut aider, il faut comme ça. Et donc, on a fait beaucoup de choses parce que c'est vrai qu'en 2014-2020, j'ai eu très vite la chance. Je dirais c'est vraiment la chance d'avoir le pôle ressources et de monter avec Gaël Cambis à l'époque qui était le directeur de l'EHPAD des Réels de Biron. Et nous avons fait ensemble, nous avons travaillé donc puisque donc l'EHPAD la GESA a donc pardon d'être un peu longue, mais c'est important aussi comment le pôle ressources est arrivé sur le territoire et je dis bien la chance. Donc ensemble donc on a monté ce territoire du pôle ressources puisqu'il n'y a pas que Capcieux, le pôle ressources intervient sur toutes les petites communes de l'ex-canton, je dirais. Est-ce que vous pouvez nous dire, Madame Luquedet, combien d'habitants en définitive, puisque là on s'adresse ici au public, mais aussi aux futurs auditeurs. Capcieux, donc, pour quelqu'un qui écouterait cette émission et qui n'est pas forcément de la région, est-ce que vous pouvez situer Capcieux géographiquement et puis peut-être en nombre d'habitants aussi? Alors oui, Capcieux, 1370 habitants. Donc on est vraiment au carrefour des Landes et du Lot-et-Garonne. Alors nous avons la chance, je dirais, d'avoir une sortie et une entrée d'autoroute, voilà. Donc d'accessibilité, parce qu'il faut pas oublier aussi que lorsqu'on tombe malade en campagne, en fait tout est compliqué. Vous allez voir des spécialistes. Vous êtes d'accord, vous allez voir des spécialistes, mais il faut que quelqu'un vous conduise à Bordeaux. Il faut que la distance, il faut que quelqu'un vous conduise à Langon, à l'hôpital. Quand une personne est hospitalisée, si à côté d'elle, son conjoint ne peut plus conduire, ne peut plus rien faire, ça veut dire que c'est aussi de l'isolement. Le malade, il est isolé et tout le monde est malheureux. Donc en fait, bon voilà, moi je suis quelqu'un, je pense que c'est une question, c'est vraiment une question politique. Et donc en fait, il n'y a même pas remède. Que vous portez. Oui, que je porte, voilà, que je porte, et avec une certaine fierté, voilà, que je porte et que mon conseil municipal porte aussi, parce que Bernard, qui était là tout à l'heure à ce micro, est aussi élu avec moi, il est élu au CCS. Et donc, il y a de la sensibilité qui s'est faite aussi et au sein de ce conseil municipal, comment aller aider l'autre. Et ce n'était pas qu'une question de politique, ce n'était pas une question de représentation politique, c'était aussi un engagement. Donc, Bernard en fait partie. Engagement citoyen, tout à fait. Et pour revenir, donc, très vite, nous avons donc monté ensemble ce pôle ressources avec Gaël Cambis, et avec toutes les convictions qu'il avait lui aussi. Puis après, donc, Madame Chadel-Dominique, qui est devenue directrice, qui a donc porté ce flambeau. Et j'ai eu la chance, et je lui disais l'autre jour,
Quand Stella est arrivée, je me souviens toujours, elle est arrivée 8 jours après, elle est venue, elle m'a demandé un rendez-vous. J'étais donc à l'époque adjointe aux affaires sociales avec un carnet totalement vide. Et elle me dit, mais Christine, mais en fait, je sais pas. Et moi, j'ai très vite compris que, bien sûr, Stella savait pas, mais en fait, nous avions les mêmes convictions toutes les deux. C'était d'aider l'autre et donc d'aller. Donc, elle avait tout compris dans sa mission du pôle ressources. Et je dis que le pôle ressources, j'ai beaucoup de chance. C'est mon 2e CCAS. Parce qu'en fait, au pôle ressources, maintenant, on y va frapper pour beaucoup de choses. Elle nous en parlera tout à l'heure, Stella, dans la 3e partie de l'émission de ce pôle ressources. Madame Luqueday, justement, je voudrais qu'on écoute juste le micro-trottoir que Stella a fait, et après on reviendra sur la genèse aussi de la vie d'aidant d'Alzheimer, qui est toute récente. On fait comme ça, on écoute le micro-trottoir. Du coup, Stella, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte vous avez réalisé ces interviews? Donc, du coup, ces interviews ont été réalisées le jour de la journée mondiale Alzheimer, qui a eu lieu le 21 septembre exactement, au cours de laquelle Capcieux est devenue ville aidante. Donc voilà, il y avait beaucoup de gens qui étaient là. J'avais mon petit zoom à la main et donc j'ai posé la question, qu'est-ce que pour vous être un aidant, à qui voulait bien répondre, qui était là, quoi. Donc ça a donné ce micro-trottoir. Alors un aidant, pour moi, je vais faire référence à une expérience familiale puisque mon oncle a accompagné ma tante lors de son Parkinson foudroyant. Pour moi, ce qui a été le plus impressionnant, c'est l'idée de se mettre au rythme de la personne malade. Et pour le coup, peut-être sacrifier ses propres heures, ses heures physiologiques, ses heures de sommeil. Et c'est ce qui a été pour mon oncle le plus compliqué à gérer. Puisqu'il a dû s'oublier un petit peu pour pouvoir accompagner ma tante. Donc se caler sur le rythme de l'autre, ça demande déjà peut-être une bonne compréhension de la maladie. Et pour le coup, ça serait bien que le corps médical peut-être explique un peu mieux aux aidants ce qu'il en est, quelles vont être les étapes, comment les choses vont se dégrader ou peut-être s'améliorer. D'ailleurs, j'en sais rien, mais dans le cas de ma tante, c'était plutôt une dégradation assez rapide. Et que l'aidant puisse commencer peut-être à se projeter, à comprendre les sacrifices entre guillemets qu'il va devoir faire et peut-être pour demander un petit peu plus d'aide. Parce que dans le cas que moi j'ai eu à voir, en fait, mon oncle n'a pas demandé d'aide. Et du coup, tout ce parcours d'aidant s'est fait vraiment au détriment de sa propre santé. Et pour le coup, après, il aurait bien eu besoin d'être aidé à son tour. Voilà ce que je peux en dire, en fait. Bon, être un aidant, c'est beaucoup de choses. Pour moi, c'est prendre beaucoup sur soi. Et donc, et surtout, c'est la difficulté de savoir s'arrêter et se faire aider. Je crois que ça, c'est le gros problème, parce que beaucoup d'aidants, par exemple, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, il faut savoir qu'il y a 6 aidants sur 10 qui décèdent avant leur malade. Donc c'est très compliqué, c'est très difficile. Et bien sûr, on ne veut pas abandonner nos malades. Enfin, on ne... Comment dire, c'est pas les abandonner, parce que le terme, c'est pas les abandonner, mais on a l'impression de les abandonner. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Et donc voilà, l'aidant, c'est ça, c'est être... Pour cette maladie tout au moins, puisque moi c'est ce que je connais, c'est sur Alzheimer, c'est être au quotidien avec son malade et l'aider partout. Et cette maladie m'a appris 2 choses, à ne jamais dire non et à être très 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 patient. Alors, c'est être auprès de la personne, être à son écoute et alors je veux dire, l'idéal ce serait de pouvoir avoir des supports à côté et savoir trouver de l'aide. Aidant, c'est être proche, empathique, patient et accepter d'être aidé. Pour moi, un aidant, c'est de grands sacrifices, beaucoup de temps à consacrer aux malades, de l'attention, de la souffrance aussi. Et il y a aussi des moments de bonheur avec le malade. Quand parfois, comme ça, dans des moments comme ça, il retrouve sa mémoire, des temps fugaces comme ça. Voilà, c'est ça l'aidant pour moi. Alors, on peut rester sur cette dernière phrase, des moments fugaces, des moments de bonheur. Est-ce qu'Eliane, dans ce parcours d'aidant, il y a des moments où vous vous êtes dit, j'apprends quelque chose, en tout cas, peut-être sur moi et sur cette résilience que j'ai dans l'accompagnement avec mon proche? Alors au départ, je me suis jamais considérée comme aidante.
Pour moi, c'était mon devoir. Voilà, je devais être là, l'aider, je devais absolument lui rendre la mémoire, lui donner de la gaieté, qu'il puisse reparler correctement, qu'il puisse bouger les doigts, enfin bon, beaucoup de choses. Et puis, étant seul, au bout d'un moment, ça perturbe. Vous n'y arrivez plus, vous dormez pas, vous êtes au moindre bruit, vous êtes là. Les soins, même si les infirmiers viennent tous les jours pour le voir, ça va pas. Et là, vous perdez le nord. Et c'est là que je me suis dit, l'infirmier il me dit, tu comprends ce que c'est qu'un aidant? Je dis oui, ça y est, j'ai compris. Et là, je me suis dit, mais il faut beaucoup d'amour pour être aidant. Il faut beaucoup d'amour, oui. Énormément. Et moi, je le vis pleinement, différemment. Différemment. Oui, différemment. Mais oui, c'est de l'amour qu'on lui donne. Et on essaie de lui donner un maximum d'amour, du réveil à toutes les tâches qu'on fait quotidiennement. Voilà, ça démarre de 7h, 8h du matin jusqu'à 21h. Bon, et c'est ça. Et puis, voilà, c'est de l'amour, beaucoup d'amour. Et ça, c'est plaisant parce qu'en fait, on n'en a jamais assez et on veut toujours en donner plus. Et il est éternel. Et il est toujours éternel, celui-là. Donc ça, c'est important. C'est important. Et puis, mais voilà, c'est la particularité. Eliane a tout à fait raison. C'est qu'on ne se dit pas aidant au départ. On veut... continuer l'histoire d'amour. Il faut continuer tout ça. Et c'est vrai que c'est assez brutal, hein, la rupture entre l'état normal, entre guillemets, l'état normal est quand même un peu... c'est un ouragan, c'est un typhon qui se passe dans votre tête. Et puis on se remet après un typhon, on éponge, on éponge un peu tout ça, et puis on construit autre chose. Et c'est ça, c'est la construction. On construit pour demain. On poursuit avec le micro-trottoir de Stella. Alors, être un aidant, pour moi, c'est consacrer 24 heures sur 24 à la personne malade. Ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, on est obligé de se résoudre à passer le relais. Et malgré toutes les aides qu'il peut y avoir à domicile, au bout d'un moment, il n'est plus possible d'assurer sans y laisser sa propre santé. Et en ce qui me concerne, c'est le médecin qui m'a dit « Madame, maintenant, c'est entre votre mari et vous. Et pour votre mari, on ne peut plus rien. Donc, il faut prendre soin de vous et il faut le placer. » Il était devenu très violent, agressif d'abord, puis violent. Donc, c'était quelqu'un de très grand. Je n'arrivais plus à assumer. Voilà. Alors, un aidant, c'est une personne qui va épauler le malade et contre beaucoup de sacrifices, de fatigue physique. Et souvent, l'aidant, pour moi, devient plus malade que le malade lui-même. Donc je pense que c'est un domaine où il faut absolument prendre en compte les aidants pour qu'ils puissent, tant que possible, se préserver au niveau de leur santé. Pour moi, un aidant, c'est ça, c'est quelqu'un qui se livre corps et âme pour une personne et à ses propres dépens. Voilà. Pour moi, un aidant, c'est quelqu'un, bien sûr, qui est proche de la personne, proche familialement, proche parce qu'elle aide cette personne dans son quotidien. Et qui lui apporte de l'humanité et une aide sociale, voire plus dans ses démarches administratives, et voilà, qu'il la garde en contact avec une certaine réalité, avec du quotidien, pour ne pas qu'elle s'isole dans sa difficulté ou dans sa maladie. Un aidant, c'est d'être à côté de celui que l'on veut protéger, que l'on a toujours aimé, qui nous a toujours certainement aimé et aidé. Donc à notre tour, ce coup-ci, de l'aider. C'est pas toujours facile, voilà, parce que voir quelqu'un qui se dégrade, je dirais, je ne sais pas si le mot est tout à fait juste, mais disons, voir une personne changer aussi bien physiquement que parfois intellectuellement, c'est très dur à accompagner. Mais on se dit que c'est un devoir et que finalement, c'est peut-être
une partie du bonheur, et c'est surtout que quelque part, on n'est rien à se reprocher. Voilà, et quand on est aidant, je pense qu'après on sort grandi d'être aidant. Alors moi, j'avais envie encore de rebondir sur cette dernière phrase, et je ne savais pas que c'était vous, Madame Luquedet. J'avais pas reconnu votre voix, mais la dernière phrase, on sort grandi d'être aidant. Je trouve que c'est vraiment de la résilience en définitive. Alors ça me permet de faire le lien justement sur la ville aidante Alzheimer. Comment votre conseil municipal en est venu à décider que Capcieux serait ville aidante Alzheimer? Parce que par contre, ils me connaissent bien et ils savent que quand je veux aller jusqu'au bout de quelque chose, j'arrive par simple mot à les convaincre. Mais j'ai même pas eu besoin de ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est? Être un village aidant aujourd'hui, c'est donner les moyens de faire de la prévention. Ce que l'on a fait très vite avec Stella et avec le pôle ressources, nous avons fait tout un travail d'atelier de prévention, donc en 2014-2015, c'est là quand tu es arrivé ou un peu plus tard 2019, oui, donc 2019, mais alors avant aussi, nous avions travaillé sur des ateliers de prévention, mais qui se passaient en EHPAD ou en MARPA. Des milieux déjà fermés, parce qu'on va à un EHPAD ou on va à une MARPA que quand on est concerné, c'est-à-dire que quand soit on a un proche qui est à l'intérieur, on n'y va jamais par prévention, parce que ça fait peur. Parce que, comme vous dites, monsieur, la maladie Alzheimer, ce mot Alzheimer, il fait peur comme le mot cancer. Et qu'on n'est pas accompagné, parce qu'effectivement, le diagnostic est là. Et puis, malheureusement, parce que peut-être, on ne peut pas en vouloir à nos soignants, on ne peut pas en vouloir à nos médecins. Tout va trop vite, tout est trop, voilà, tout est minuté. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà. Ouais, pardon, je suis bavarde. Voilà, et c'est quelque chose, c'est une cause que je défends et c'est moi, à mon tour, de vous remercier, madame, monsieur, d'être aidant. Non, merci Madame Luquedet. Donc la transition est faite. Justement, Audrey, nous avions parlé comment repérer un aidant, comment faire de la prévention. Est-ce que vous avez des signaux, des repères que vous pouvez nous donner pour identifier une personne qui devient aidante ou qui pourrait s'isoler? Oui, alors je pense que là, ce qui est important dans tout ce qui a été dit, c'est que finalement, déjà, c'est un devoir de chacun, en tant que citoyen, de pouvoir repérer ou en tout cas avoir cet état de vigilance quand on voit une personne. Je pense par exemple aux associations, une personne qui avait l'habitude de venir pour jouer au bridge toutes les semaines, pour faire un atelier tricot toutes les semaines, et petit à petit, cette personne vient moins et on entend aujourd'hui je dois amener maman à un rendez-vous, aujourd'hui je peux pas parce qu'il faut que je passe voir maman comment elle va, il faut que j'aille lui faire des courses. C'est ces petites phrases là en fait qui doivent venir alerter et de dire petit à petit en fait la personne se restreint dans ses activités de loisirs, on la voit de moins en moins. Exactement, il y a finalement, d'un seul coup, ça tourne, le langage, le discours, la communication va tourner beaucoup autour de la personne qui est accompagnée, comme s'il n'y avait plus que ça, en fait, qui existait au bout d'un moment. Et c'est là où on doit être interpellé, avec ce point de vigilance qui est que les aidants ne se reconnaissant pas forcément aidants, quand on dit là, il faut prendre du temps pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas entendable pour certaines personnes, parce qu'on fait appel à la culpabilité, on a parlé de devoir, de loyauté, de dette filiale, etc. Et il y a tous ces mécanismes-là qui sont derrière. Donc, ce qui fonctionne aussi, c'est de dire, mais tu sais qu'il existe des choses pour ta maman, pour ton papa, pour ton compagnon, ton mari, etc., comme des activités. Et souvent, c'est la porte d'entrée. Les aidants, ils arrivent par là. C'est parce que, on va dire, Monsieur Gilibert, voilà, pour votre épouse, on peut faire des activités pour créer du lien social. Ensuite, il y a du lien qui se crée avec l'aidant à ce moment-là et que l'aidant commence à accepter qu'il puisse se passer des choses pour lui et pour elle aussi. Donc ça, c'est déjà un premier signe. C'est dans le discours que va tenir la personne quand on est un ami, par exemple, et que la personne dit là, je peux pas venir parce qu'il faut, encore une fois, que j'aille amener papa, maman, un rendez-vous médical. C'est là où on doit être alerté. Et commencer quand même à dire, tu sais, ce que tu fais, c'est déjà très bien. Souligner déjà qu'on constate quand même ce qui est en train de se passer. Et même si ça peut paraître naturel, comme on a dit, en plus c'est valorisé par la société, de commencer quand même à dire mais tu sais, ne sois pas seul, et dès le début de commencer à mettre des choses en place en soutien
parce qu'aussi parfois c'est plus facile d'accepter l'aide pour une personne qui a des troubles cognitifs quand il y a encore des ressources cognitives aussi pour pouvoir s'adapter finalement. En amont, exactement. Et n'importe quel professionnel, je pense aussi aux pharmaciens qui sont en première ligne quand les personnes vont chercher les médicaments pour leurs proches ou quand les pharmaciens qui connaissent bien, surtout dans les petits villages, voient sur les ordonnances qu'il y a des somnifères, qu'on sait que la personne elle vient aussi chercher des médicaments pour son proche. Ça doit interpeller, en fait. C'est des choses, des signaux qui viennent dire pourquoi maintenant, alors que ça fait 20 ans, 30 ans qu'elle vient à la pharmacie, elle n'a jamais eu de problème de sommeil, d'un seul coup elle a des problèmes de sommeil et en même temps je sais qu'elle vient chercher les médicaments pour ses parents. Ça doit être des petits signes, je pense, qui interpellent par exemple des professionnels aussi de santé. Les commerçants aussi sont en première ligne quand ils ont l'habitude de voir des personnes et que d'un seul coup ils ne les voient plus, mais qu'ils voient des proches. Encore une fois, dans les petits villages, c'est un peu plus facile de repérer parce que tout le monde se connaît un peu. On sait un peu qui sont les enfants de qui, à peu près généralement. Et donc, quand on ne voit plus la personne, mais qu'on voit en tout cas son proche venir acheter le pain qu'avait l'habitude d'acheter la maman, par exemple, c'est là aussi de commencer peut-être déjà à poser des questions de comment ça va, comment ils se sentent, et pas que centrer non plus sur la personne malade. Oui, du coup, Audrey, vous faites la jonction avec la troisième partie de l'émission parce qu'il faut qu'on avance. Hélas, le temps passe très vite et il y aurait encore plein de choses à dire. La troisième partie, on va s'orienter justement par les ressources de proximité et ce qu'on peut trouver autour de chez soi, autour de Capcieux et sur le territoire. On écoute encore un poème de Monsieur Renelli dit par Karine Dormé et on reprend ensuite pour la dernière partie du plateau. En tout cas, merci à Stella, Madame Luquedet et Audrey mais non, Stella, on la retrouve aussi au troisième plateau. Oui, bien sûr. On écoute le poème de Monsieur Renelli. Maudit. Maladie, maudit, quel cirque le verdict. Mais la douleur, parfois la peur, combattent la mort, la jettent dehors. Maladie, tes mots disent la certitude que rien n'élude. Ils nous rappellent, nous sommes mortels. Maladie, maudit, je vous maudis. Mais je me dis, vous ne pouvez m'empêcher de lutter, de marcher, de rêver, de m'envoler. J'ai rebranché les micros, donc on est parti pour cette troisième partie d'émission où là, on est vraiment sur les ressources du territoire, en tout cas de proximité. Je vais autour du micro, donc je repars à ma droite. Eliane, ça va bien ? Ça va bien, merci. Bon, à côté de vous, Eliane, il y a Michel. Alors, je voudrais pas faire une mauvaise prononciation. Comment on dit, Michel ? Verluis. Ok, Michel Verluis. Très bien. Bénévole France Alzheimer. Et aidante. À côté de vous, alors, je connais votre prénom, je me permets de le dire parce que je l'adore, Ginette Poupard. Oui. Référente France. Référente de Parkinson sur le Sud-Gironde. D'accord. Mais j'ai été longtemps responsable départemental. D'accord, très bien. Bienvenue. Stella, qu'on ne présente plus. Non. Et puis Frédéric, bien sûr. Alors, puisque Capcieux est ville aidante Alzheimer, j'ai envie de vous donner la parole, Michel. J'aurais bien aimé que vous nous racontiez comment d'aidante on passe à bénévole de France Alzheimer. Oui, volontiers. D'abord, je voudrais vous dire que moi, je ne connaissais pas le mot aidante quand les choses ont commencé à se préciser à la maison. Je ne connaissais pas ce terme-là. Je ne l'ai découvert qu'en allant à France Alzheimer, justement. Alors, comment est-ce que je suis arrivée à France Alzheimer ? C'est parce que, comme disait Frédéric tout à l'heure, quand on vous annonce la maladie, c'est un tsunami, le monde s'écroule, votre monde s'écroule. Voilà. Mais auparavant, déjà, beaucoup de choses s'étaient passées qui prouvaient que quelque chose ne tournait pas rond, mais voilà.
des signes qui durent un certain temps, un certain nombre d'années, jusqu'au jour où le couperet tombe. Et là, effectivement, on est complètement démunis. Excusez-moi, Michel, quand vous parlez le couperet tombe, ça veut dire que c'est le diagnostic Oui, qui est posé? oui. Une fois le diagnostic posé, tout s'écroule parce qu'on a beau pressentir que quelque chose de ce genre se profile, quand le mot est prononcé, c'est tout à fait différent. Voilà, donc on est perdu, on ne sait plus à quel sein se vouer. On est dans un espèce de brouillard, on fait ce qu'on peut, on tâtonne, on fait des bêtises, on s'énerve, jusqu'au jour où quelqu'un, quand même, comme ça, au hasard d'une rencontre, vous dit « Mais tu sais, il existe une association qui pourrait peut-être t'aider ?» Ah, d'accord. Voilà, et c'est ainsi que je me suis retrouvée en catimini parce que je partais sans prévenir, enfin, en disant que je faisais autre chose. Je ne voulais pas dire que j'allais, bien sûr, à France Alzheimer, puisque le mot n'a jamais été prononcé pour mon mari, qui, d'après le médecin, ne l'aurait pas supporté. Donc, on a parlé de destruction de neurones, on a parlé de choses comme ça, mais on n'a jamais prononcé le mot. Voilà, donc je me suis retrouvée en catimini à la permanence de France Alzheimer, où j'ai été reçue avec beaucoup de chaleur, où j'ai été écoutée pour la première fois vraiment, où j'ai eu des conseils et où j'ai accepté de faire la formation des aidants, qui m'a sauvée, parce que j'ai compris évidemment beaucoup de choses. J'ai compris ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai compris ce qui pouvait se passer dans la tête de la personne malade. J'ai compris qu'il ne fallait jamais s'opposer. J'ai compris beaucoup de choses. Bon, on ne devient pas un saint ou une sainte pour autant. On arrive toujours à commettre quelques erreurs, mais cette formation apporte énormément. Elle vous permet d'adapter, de vous adapter. Oui, voilà. Et comme le disait tout à l'heure Madame la maire, Madame la maire, ça fait grandir tout ça. Ça fait grandir. Et donc, cette formation permet de comprendre, d'adapter son comportement. Elle donne également des pistes pour plus tard. On a des renseignements, on sait à qui on pourrait s'adresser si. Alors, sur le moment, on se dit non, j'ai pas besoin de ça tout de suite, mais on sait qu'on a ça en réserve et qu'on peut effectivement faire appel à quelqu'un, à telle personne pour ceci, à telle personne pour cela, à tel service pour telle chose, faire telle démarche pour se préparer à ça ou à ceci ou à cela. Voilà. En fait, c'est rompre un isolement en tout cas. Absolument. C'est ça. Absolument. Et puis, en dehors de cette formation des aidants, on propose autre chose. Vous pourriez venir au groupe de parole, par exemple. Ça, c'est indispensable. C'est quelque chose qui vous permet d'exprimer auprès de personnes qui vivent la même chose que vous, ce que vous vivez. On ne se sent plus seul, pour le coup. Voilà. Donc, j'ai commencé à mettre le pied dans France Alzheimer de cette façon. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, la maladie a empiré. Comme je le disais dans le micro-trottoir, mon mari est devenu très agressif alors que c'était quelqu'un de très doux en temps normal. Il est devenu très agressif, il est devenu violent jusqu'au jour où j'ai été mise en danger et le médecin m'a dit « là, c'est plus possible, il faut que vous fassiez quelque chose ». Mon fils était avec moi ce jour-là, heureusement, parce que je crois que j'aurais traîné encore. Mais bref, ça s'est fait et je me suis donc retrouvée seule. Bien sûr, il était placé, j'allais le voir très fréquemment, mais la vie se vide de quelque chose parce que, comme le disait tout à l'heure les aidants, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous, on n'existe plus. Moi, j'avais renoncé à faire de la gym, à aller marcher, tout ça. J'allais encore à la chorale parce que quelqu'un venait pendant ce temps-là, mais c'est tout ce qui restait, quoi. Hein. C'était un petit souffle quand même. Et petit à petit, je me suis sentie le besoin de m'investir dans France Alzheimer. Toute notre vie, on avait participé à des choses plus ou moins sociales, plus ou moins tournées vers les gens. Et j'avais renoncé au Secours populaire. J'étais bénévole au Secours populaire. J'avais dû renoncer, bien sûr. Donc, je me suis dit, j'ai tellement reçu de France Alzheimer qu'à mon tour, peut-être, je pourrais donner quelque chose. Voilà. C'est comme ça que j'y suis arrivée et que j'y suis encore. Alzheimer, concrètement, qu'est-ce que vous accompagnez de la formation? Alors, je vais à la permanence.
j'accueille à mon tour. Je vais au groupe de parole où je peux m'exprimer aussi, mais où on reçoit des gens qui débutent dans la maladie et où je me revois, où on comprend ce qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là et on peut leur apporter quelque chose. Voilà, je pense qu'on a une certaine forme d'utilité là aussi. D'ailleurs, ils nous le disent après. Je participe à la formation des aidants. Alors pour l'instant, la formation des aidants, elle est avec un bénévole et une psychologue. Pour l'instant, je suis en binôme avec un autre bénévole parce que je me forme. Mais à partir de la prochaine formation, je serai seule avec la psychologue. Voilà. Oui, oui. Mais ça m'aide beaucoup aussi. Tout n'est pas altruiste dans une démarche comme celle-ci. Très franchement, France Alzheimer m'a sauvée. Moi, j'étais vraiment dans le fond du trou. En fait, ça fait 20 ans que la maladie impacte notre couple, notre vie. Et donc, j'ai été perdue. Et ça m'a aidée beaucoup, ça m'a sauvée quelque part. Donc, je suis contente de pouvoir à mon tour tendre des mains. Voilà. Touchant, merci en tout cas. Ça me permet encore une nouvelle fois de faire une transition vers Madame Poupart, parce que justement, vous disiez que vous étiez aussi référente Parkinson, pas seulement sur le Sud-Gironde, mais en définitive, ça fait plus d'une vingtaine d'années que vous êtes à France Parkinson, hein, c'est ça, Madame Poupart? Donc, ça fait... J'ai accompagné mon mari pendant 15 ans, en fait. Il est mort, ça fait 10 ans. De la maladie de Parkinson. Donc, c'est pour situer un peu historiquement dans l'approche de ces maladies. Oui, c'est pour ça que les 20 ans, je trouvais que c'était important. C'est très important parce que plusieurs éléments. D'abord, cette maladie, comme d'autres, était niée socialement. Ce qui fait que le diagnostic a tardé, puisque mon mari avait un métier à responsabilité, directeur d'établissement scolaire, de collège. Et moi, j'étais aussi en activité. 6 mois après sa prise de retraite, il a été diagnostiqué. Bon, moi, j'observais des trucs, mais bon, à cette époque-là, on n'en parlait pas, on mettait ça sur le compte, le médecin généraliste mettait ça sur le compte, et puis, bon, il a été consulté, enfin, il a été envoyé chez un neurologue, qui a fait un diagnostic de pacotille. C'est dit. Ça fait longtemps qu'il est habillé. Donc, mais à ce moment-là, c'était encore, j'allais dire, c'était léger, c'était des symptômes essentiellement moteurs. Il n'y avait pas de symptômes cognitifs. Bon. Donc, il a continué pendant 3 ans, à partir de son départ à la retraite. Moi, j'étais encore en activité, donc il y avait quand même moins de... Enfin, je le voyais moins. Oui. Et mais peu à peu, je trouvais que ça se dégradait. Et il faisait plus souvent... appel à moi pour faire des choses. Il n'arrivait plus à écrire. Qui pouvait vous alarmer, en fait. C'est là que ça a commencé à m'alarmer. Et c'est là que, bon, on a entendu parler, parce que lui, il a été vraiment participatif, parce qu'il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et on avait entendu, donc, il y avait sur Bordeaux une activité, une association Parkinson. Et c'est là que on a cherché à contacter cette association pour rencontrer des gens qui avaient la maladie. Notre but, c'était de comprendre ce qui se passait, parce qu'on ne comprenait pas les symptômes moteurs. Il y avait des choses qui se dégradaient, des symptômes digestifs. On commençait à avoir des pertes de mémoire.
on n'en parlait pas, mais on ne savait pas ce que c'était, quoi. Et c'est là qu'on a interpellé des neurologues hospitaliers, et le diagnostic est bien tombé. Donc là, c'était sûr. Et que faire alors? Et que faire alors? Eh bien, au fur et à mesure que ça se développait, il faut dire qu'à ce moment-là, j'ai entamé l'activité auprès de l'ARS et que j'ai rencontré un directeur, enfin que nous avons rencontré un certain nombre d'associations de malades, un directeur d'ARS qui s'appelait Monsieur Lafourcade et qui, à ce moment-là, travaillait beaucoup justement sur l'accompagnement des malades. Donc, on l'a interpellé. Bon, il y avait déjà France Alzheimer, et donc on l'a interpellé. Et bon, on a eu une oreille tout à fait vraiment attentive, hein, et on a travaillé sur justement l'accompagnement des maisons, enfin des familles et des malades qui peu à peu se retiraient du monde. Là, on est vraiment dans un isolement social parce que on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment s'adapter à la maladie et autour de soi, personne ne sait. Personne ne sait, mais il y a aussi ce regard social qu'on vous renvoie. On n'ose pas en parler, on en parle à mots couverts. Il y a ce déni social qui était extrêmement important. Et c'est là qu'ont commencé l'organisation, justement, au sein de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, la réflexion sur l'accueil temporaire, tout ce dont vous avez parlé tout à l'heure, dans les EHPAD, l'accueil temporaire, les ateliers, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait. Puis sont venus, alors on lui a dit, nous, les familles, hein, mais ça serait quand même pas mal si on réfléchissait aussi pour les personnes qui restent à domicile et les familles donc qui vivent, si on pourrait pas faire quelque chose pour eux. C'est là qu'est venue cette notion d'accompagnement. Accompagnement en prévention, mais aussi accompagnement quotidien de tous les jours, etc. Qui n'étaient pas seulement des accompagnements techniques. Quand vous parlez d'accompagnement, ça veut dire quoi exactement? Alors, ça veut dire, imaginez des lieux où on peut parler entre soi, ou des moments où on peut parler entre soi, qui soient pris en quelque sorte par l'institution. Ça fasse partie d'un système, en définitive. Que ça fasse partie d'un système, qu'on ne soit pas toujours à côté. Parce que jusque dans ces années-là, c'était les associations qui prenaient à leur charge les ateliers, les regroupements, mais bon, c'était très confidentiel. Qui portaient les actions, il n'y avait pas de visibilité. Il n'y avait pas de lisibilité, c'était confidentiel. Le regard social faisait que les gens n'osaient pas, ou ne voulaient pas y aller. Et donc, c'était vraiment quelque chose de... et peu à peu, sont venus, effectivement, ça a commencé par s'appeler les centres ressources. On a monté le premier centre ressources, qui est celui du Grand Lebrun. D'accord. Et sur Bordeaux. Et puis depuis, c'est devenu les centres ressources, les équipes mobiles qui peuvent aller à la maison. Et donc, il y a toutes ces structures qui se sont mises en place avec cette notion d'accompagnement. Hein. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, parallèlement, effectivement, dans notre vie personnelle, il se faisait, dans ma vie personnelle et familiale, il se faisait que la maladie, elle continuait à progresser aussi. Mais c'est vrai que tout ce travail m'a aidé personnellement à prendre conscience de toutes les problématiques, parce qu'il n'y a pas seulement les aides techniques ou les aides matérielles, mais il y a aussi tout cet accompagnement comment on pourrait dire psychologique, relationnel, qui fait que je trouve que c'est beaucoup plus, que le mot le plus opportun pour nous, c'est accompagnant. On parle d'accompagnement et nous, on accompagne. Un jour, j'ai dit à un infirmier qui venait à la maison et qui
passé un mauvais moment. Je lui ai dit, mais écoutez, moi, je ne peux pas faire ce que vous faites. Moi, je suis l'épouse de mon mari, mais je ne suis ni son infirmière, ni son aide-soignante, ni... Je ne peux pas, je ne sais pas. Donc, moi, je veux faire partie d'une équipe de vie, qui puisse effectivement, l'aider à mieux vivre sa maladie et à la dégradation de son état qui était manifeste, à ce moment-là. C'est une, c'est une pluridisciplinarité. C'est plusieurs personnes qui interviennent. Madame Poupart, je suis vraiment désolée parce que le temps. Non, mais non, je vous en prie. Le temps passe. Juste pour conclure sur France Parkinson. Aujourd'hui, là, en Sud-Gironde, concrètement, qu'est-ce qui est proposé? Alors, qu'est-ce qui est proposé bon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Parce que, le problème, c'est que l'association elle-même recrute difficilement sur le Sud-Gironde, parce qu'on a affaire à une population isolée, à une population aussi, et ça c'est le fait de la population rurale qui dénie la maladie, et on ne veut pas... c'est difficile de rompre cet isolement. Mais par contre, partiellement, enfin ponctuellement, on peut pénétrer auprès des institutions, des établissements qui peuvent, ou des professionnels, des équipes de professionnels qui peuvent participer de nos savoirs que nous avons. Comme avec le pôle ressources. Comme avec le pôle ressources. Et c'est moi je suis revenue là vers le pôle ressources parce que, puis on s'est rencontrés au cours d'autres manifestations pour qu'on puisse monter des choses ensemble. Du coup, Stella, est-ce que vous pouvez... Merci, Madame Poupart. Stella, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, qu'est-ce que le pôle ressources Loubezine sur Captieux et quelle est son action auprès des aidants? Donc le pôle ressources sur Captieux, donc on dépend de l'EHPAD. Les pôles ressources sont les centres ressources qu'évoquait Ginette et ça a évolué en pôle ressources. On est vraiment sur effectivement l'idée de l'accompagnement, du maintien à domicile. Donc nous, on s'adresse à toutes les personnes de plus de 60 ans. Donc en fait, on propose diverses choses pour les plus de 60 ans. Notre ADN, effectivement, c'est vraiment le maintien du lien social. Donc en fait, tous nos ateliers vont en ce sens, que ce soit pour travailler la mémoire ou que ce soit corporel, mais en tout cas, c'est le lien social. Concernant les aidants, on s'est posé pas mal la question parce qu'effectivement, dans notre cahier des charges, au départ, on avait... cette question-là, on a tenté de mettre en place des cafés des aidants et ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, parce qu'on est dans un milieu rural, parce que tout le monde se connaît, parce que justement tout ce qui est évoqué par rapport au déni de la maladie, puis par rapport à la pudeur, au fait de s'exposer. Donc, en fait, on a décidé, l'équipe du pôle ressources, finalement, nous de ne pas flécher les aidants comme aidants. Et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Audrey, c'est que souvent la porte d'entrée, ça peut être en accompagnant le proche, que l'aidant, qu'on rencontre l'aidant et qu'on arrive à lui proposer des choses. En tout cas, sur la plupart de nos ateliers, il y a cette mixité en fait, qui fait qu'on n'a pas forcément un atelier dédié aux aidants, mais que tous les ateliers sont ouverts aux aidants, avec cette idée surtout de convivialité, de lien social, de rencontre. Enfin, on est vraiment de partage sur ces questions-là. Donc, on n'a pas vraiment fléché. Tout ce vocabulaire, d'ailleurs, on l'a un peu manié. Et là, par contre, on travaille avec France Alzheimer. Je voulais préciser qu'avec France Alzheimer, il y a des ateliers qui sont proposés aux aidants et aux aidés. Aux aidés tout seuls, voilà, au couple, il n'y a pas uniquement pour les aidants. Et par rapport à, juste pour pas prendre trop de temps, mais par rapport à France Alzheimer, en tout cas, et ce qu'évoquait Boris, ce qu'on voit aussi par rapport à l'idée du repérage, de l'accompagnement, il y a beaucoup de dispositifs, mais c'est vraiment le fait de coopérer, de co-construire aussi avec les personnes. Enfin, on est vraiment sur cet axe-là, quoi. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de dispositifs qui peuvent faire un peu millefeuille.
Donc ça, c'est le vrai danger. Voilà. Donc le pôle ressources se veut aussi un maillon dans un maillage de partenaires, et c'est vraiment comme ça qu'on aime et qu'on pense qu'en fait il faut travailler par rapport aux aidants, c'est travailler tous ensemble, mais sans oublier les aidants, ne pas être que des dispositifs qui portent ça, mais sans oublier la parole des aidants, la parole des gens accompagnés. Donc voilà, donc on est vraiment on défend vraiment l'idée de la coopération. Frédéric et Eliane, vous êtes au pôle ressources, vous êtes aidant, vous confirmez ce que dit Eliane? Ah oui, je confirme. Je confirme parce que si j'avais vraiment pas eu... bon, ils ont accompagné mon mari, ils m'ont accompagné et je continue. Et cela m'aide énormément. Parce que bon, c'est le lien social, ça nous permet... Ça permet déjà de me ressourcer parce que je peux rester 3 jours sans sortir. Si j'avais pas pôle ressources, j'aurais que mes petits-enfants. Bon, mes enfants... J'aurais que mes petits-enfants et je ne sais pas... Je pense que je serais très, très dépressive. Voilà. C'est très important. Et puis en plus, c'est un groupe. Maintenant, nous sommes un groupe. Nous échangeons et c'est formidable. Dans cette démarche, il y a un chemin. Il y a un chemin qui n'est pas facile, hein, parce qu'entre le CLIC, le DAC, le CLOC, le CLAC, non, pas le CLAC, mais toutes ARS, toutes ces abréviations, c'est un nouveau langage, déjà. En tout cas, Frédéric, la rencontre aussi avec le pôle ressources, ça a été quelque chose d'important pour vous. Oui, en arrivant sur le territoire d'autant plus. En arrivant sur le territoire, ne connaissant personne, des gens, Audrey qui est très à l'écoute et qui est très psychologue. Et pas psychiatre. Bon, ça c'est pour le tacle des psychiatres, hein. mais qui est psychologue et qui entend et qui écoute et qui conseille et voilà. Et puis la structure du pôle ressources qui est toujours bienveillante, c'est ce que je dis, la bienveillance. C'est pour ça qu'il n'y a pas une fatalité d'être aidant. Voilà, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie. On peut très bien s'en sortir. On peut très bien vivre correctement avec le sourire et le sourire de l'autre aussi. Ça, c'est important. C'est ce qui nous soutient, hein, ce qui nous soutient. Et puis voilà. Mais c'est vrai que on est un peu noyé par toutes les abréviations qui sont qui font que c'est comme ça. Mais c'est un nouveau monde, quoi, pour nous. Alors c'est formidable, Frédéric, parce qu'à chaque fois, chaque invité a fait une transition impeccable. Juste presque en face de vous, je vous présente Clotilde Labrouche du DAC. Alors, Clotilde, est-ce que vous pouvez justement nous dire qu'est-ce qu'est le DAC? Je vais essayer de désacraliser tous ces sigles. Donc, le DAC, c'est le dispositif d'appui à la coordination, en bien grand terme. C'est un dispositif unique qui s'adresse aux patients, à l'entourage et aux professionnels. L'idée, c'est de venir en appui et d'informer sur les ressources du territoire, mais pas que. Le DAC peut être sollicité en cas de ressenti complexe sur une situation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, coordinateurs sur le terrain, on va à domicile évaluer la situation, réaliser une évaluation multidimensionnelle pour pouvoir orienter vers les ressources adaptées du territoire. Et la porte d'entrée se fait, l'orientation se fait via la plateforme, donc le 0809 109 109, qui est une plateforme régionale. Et ce sont mes collègues de l'équipe de la cellule territoriale d'appui qui prennent les demandes et qui font déjà une première réponse s'ils le peuvent. Et lorsque la situation nécessite une visite à domicile, on prend le relais. Alors, j'en reviens à votre cas, hein. Je suis désolée, Frédéric. Comment Frédéric aurait pu avoir connaissance du DAC et appeler ce numéro, par exemple? Le DAC, on est financé par l'Agence régionale de santé. C'est vrai qu'on s'adresse vraiment maintenant à toute personne sans distinction d'âge ni de pathologie. Alors comment, après, on essaye de se déployer et d'informer sur nos missions, parce que c'est vrai qu'on est issu de fusion de dispositifs anciens, donc c'est vrai que ça peut porter aussi à confusion
Voilà, la Maya, PTA, ça c'était on est issu de la fusion de ces dispositifs. Donc on essaye justement de venir rencontrer les partenaires de proximité, notamment le pôle ressources par exemple sur Captieux, pour pouvoir aussi mieux se connaître et puis que les partenaires identifient aussi mieux nos missions. Afin de pouvoir orienter vers les personnes et les usagers qui le suivent aussi. Dans le cas de Frédéric, ou d'Eliane d'ailleurs, vous rencontrez, vous allez au domicile d'Eliane. Le rôle du DAC à ce moment-là, que peut-il être? Alors déjà, c'est de faire une première évaluation des besoins. Et ensuite d'orienter vers les ressources du territoire, mais l'objectif étant aussi de favoriser le maintien à domicile, d'aider dans l'accompagnement vers le droit commun. C'est vrai qu'on doit aussi quand même intervenir en subsidiarité, c'est-à-dire solliciter les acteurs compétents pour répondre à ces besoins. On peut être amené à faire certains dossiers comme des dossiers d'APA, des demandes de mesures de protection. Ça, on peut accompagner effectivement sur tout ce volet-là. Si je peux me permettre, effectivement, c'est l'APA qui est venue au bout d'un quart d'heure autour de la table avec mon épouse. Elle a diagnostiqué GER2. Alors, j'ai dit, c'est bien, GER2. Et elle m'a expliqué, non, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a 6 niveaux, et GER6, GER5, et GER2. Donc, j'avais préparé mes feuilles de paye pour savoir s'il y avait... Et tout a été lancé comme ça. Et c'était en fin juin. C'est-à-dire qu'on rentrait dans une période de vacances, et elle s'est démenée, Madame Marpeau, s'est démenée comme un bénévole pour trouver effectivement une structure qui allait venir à domicile pour m'aider, m'épauler les repas le midi quand j'étais pas là, et puis après aujourd'hui on continue avec une structure qui vient faire travailler la mémoire et l'occuper. Là encore, je dirais qu'il manque un peu de formation auprès de ces gens. La formation est difficile à transmettre visiblement parce que ils n'ont pas de formation spécifique à tel ou tel type de maladie. Ça, c'est un autre débat. Mais Mais juste pour faire une petite parenthèse que Madame Poupard n'a pas dit, mais en aparté, on en discutait tout à l'heure. C'est vrai que France Parkinson va aussi former auprès des auxiliaires de vie aux maladies. Et ça, c'est important pour la prise en charge. Je reviens à Clotilde et aux missions du DAC. Sur le territoire, là, de Captieux, est-ce que c'est un territoire qui est difficile parce qu'il est disséminé, rural? Qu'est-ce qu'on peut dire, Clotilde, sur ce territoire? Ça fait 2 ans que j'interviens sur ce territoire et je trouve que parfois, il y a un manque de ressources, notamment sur le plan de la mobilité, mais aussi sur le plan de la santé. C'est vrai que parfois, on est amené à rechercher des médecins traitants, des infirmiers libéraux, des professionnels paramédicaux. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que sur ce secteur, c'est assez difficile de trouver des professionnels qui se déplacent à domicile. On accompagne des situations qui sont dites complexes, où parfois il y a certains professionnels qui se retirent par épuisement. Et c'est vrai que on peut vite faire le vide autour de soi et arriver à une situation de rupture quand on a un peu épuisé les professionnels du secteur. Comment se situe le DAC? Vous, Clotilde Labrouche, vous êtes sur le Sud-Gironde, ça veut dire quelle commune? Alors, moi j'interviens sur le secteur de Grignols, Captieux, Bazas. Sur l'antenne du Sud-Gironde, on est 4 coordinateurs. Mais le DAC en Gironde, c'est une association départementale sur laquelle, qui réunit plusieurs antennes. Et chaque antenne est sectorisée, sachant que le DAC est un dispositif national qui intervient sur tout le territoire français. La porte d'entrée, donc c'est le 0809 109 109. Voilà. Il faut taper le numéro du département dans lequel on est. C'est un numéro unique au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, alors on arrive vraiment en dernière partie avec Émilie Sazato-Ornil. Et on va parler d'un sujet qui, je trouve, était important à aborder, même si c'est en dernière partie, mais en tout cas, c'est fondamental de l'aborder parce qu'on en parle vraiment très peu. Alors, Émilie, je vais essayer de synthétiser et puis après, je vous laisse la parole. Donc, ce dont va nous parler Émilie, c'est le vieillissement des personnes salariées handicapées
et considérer qu'à leur retraite, ils peuvent aussi devenir eux-mêmes aidants de leurs parents. Vous voyez, c'est pas simple. Donc, ils deviennent aidants de leurs parents, ils sont retraités et ils ne font plus partie d'un système d'accompagnement. Ça pose un réel problème d'isolement social. Et c'est pour ça qu'Émilie, on en a parlé au téléphone. Audrey, vous avez mis en relation. Je vous laisse la parole et je compte sur vous pour sensibiliser chacun à ce problème, en fait. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Donc moi, je vais faire le relais, finalement, le porte-parole des travailleurs des ZAT que l'on rencontre et qui nous témoignent de leur passage en retraite, qui peut être une véritable rupture dans leur parcours. Donc les ESAT, ce sont des établissements de services d'aide par le travail. Il y en a un donc sur Capcieux, Madame Luquedet l'a précisé. J'y ai moi-même travaillé et été dans cet accompagnement auprès des personnes. Et aujourd'hui, donc, je suis coordinatrice d'une démarche qui s'appelle la démarche Un avenir après le travail. Et la question, en fait, c'est que les personnes qui travaillent en ESAT, lorsqu'il y a le passage en retraite, puisque c'est des ESAT, ce sont des établissements où les personnes travaillent, disposent de bulletins de salaire, permettent de pouvoir cotiser à leur retraite et peuvent la prendre. Et à partir du moment où ils la prennent, bien souvent, ce sont des personnes, et j'ai un témoignage tout à fait récent, qui vont devenir eux-mêmes aidants de leur propre famille, en fait, donc leurs propres parents. Ils ont déjà donc une situation de handicap qu'ils ont depuis un certain nombre d'années, faisant qu'ils sont dans les établissements de services d'aide par le travail. Et il y a aussi donc le vieillissement. Donc il y a cette double vulnérabilité handicap-vieillissement et qu'il va falloir prendre en compte parce qu'en effet, c'est un véritable enjeu. Et la démarche Un avenir après le travail, elle est là pour venir anticiper. Ça reste une démarche. Donc en effet, l'idée, c'est de préparer en amont sur la question de la retraite de ces personnes pour venir mesurer après derrière les risques auxquels ils peuvent être confrontés et notamment sur la question de l'isolement social. L'isolement social parce que ils se retrouvent, comme je disais, avec leurs parents. Ils sont donc eux-mêmes devenus aidants. Donc, jeunes retraités et aidants de leurs parents. Le témoignage donc d'un monsieur que j'avais eu récemment là disait mais voilà, moi j'ai besoin de changer de statut aussi parce que j'ai fini mon travail en ESAT. Aujourd'hui, je suis aidant de mes propres parents j'ai besoin aussi moi de pouvoir avoir une reconnaissance et un statut. Et cette personne faisait du bénévolat. Et ça lui permet d'avoir de pouvoir être dans autre chose que d'aider ses propres parents vieillissants. On a tous les mêmes droits, mais parfois, certains ont parfois des besoins un peu plus spécifiques. Et c'est pour les personnes en situation de handicap, notamment travaillant en ESAT, qui ont été pendant des années soutenus et encadrés avec des équipes pluridisciplinaires. Ils ont de toute façon cette culture aussi de l'aide parce qu'ils ont été eux-mêmes aidés. Et donc, ils reviennent donc chez eux, dans leur famille, une fois à la retraite et deviennent de manière tout à fait naturelle avec cette question de loyauté aussi envers leurs propres parents et ils deviennent aidants en fait. Donc, c'est là aussi ces risques au niveau de l'isolement social de ces personnes-là qu'il faut prendre en considération. Et pour le prendre en considération, la démarche Un avenir après le travail forme des professionnels au sein des ESAT qu'on appelle des animateurs retraite qui permet de pouvoir être des fils rouges pour l'accompagnement à la retraite et ensuite derrière le lien avec l'extérieur. Donc l'expérience menée sur Capcieux en tout cas a permis de travailler avec le pôle ressources et l'EHPAD également pour permettre ce lien avec les personnes et qu'on repère aussi les situations à risque d'isolement social de ces personnes en situation de handicap. Merci beaucoup Émilie en tout cas d'aborder ce sujet. On va clore l'émission et évidemment le dernier mot, je vais laisser le dernier mot à Eliane et Frédéric. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un aidant qui a tendance à se replier sur lui, parce que pour plein de raisons d'ailleurs? De toute façon, c'est le fait de se replier sur soi-même, c'est déjà quand on est sans être aidant, sans être aidant, c'est déjà, je pense, une problématique. Je pense que tout à chacun peut aider d'une certaine façon et apporter des pierres
à la maison qu'on construit, une nouvelle maison qu'on construit. Mais on ne peut pas demander il ne faut pas se replier sur soi-même parce que, voilà, il faut aller chercher de l'aide, il faut savoir en parler, il faut faire tomber de la pudeur, il faut faire tomber pas mal de choses, pas mal de principes. Et l'aide des gens, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est un mot, quelquefois c'est un mot, c'est un coup de fil, voilà, ça peut être ça, c'est pas forcément un investissement, on ne demande pas de l'investissement des autres personnes pour vous aider, vous qui êtes aidant. L'aider de l'aidant, l'écoute aussi. C'est très important l'écoute. Merci Frédéric. Eliane? Bien, moi, pour terminer, je dirais tout simplement qu'il faut accepter la vérité, il faut l'admettre, il ne faut pas avoir honte de quoi que ce soit. Il faut bien se mettre dans la tête qu'on n'est jamais tout seul et surtout, taper aux bonnes portes. Puis un grand merci à toutes les personnes qui sont autour de nous, toutes ces structures qui sont en place, là, qui nous aident. Lors de l'enregistrement en public, nous n'avons pas eu le temps est passé tellement vite, de diffuser la capsule sonore de Leïla. Effectivement, lors de chaque émission, nous faisons un appel à témoignages, et cette fois-ci sur la thématique de l'isolement social, c'est Leïla qui nous a donc contactés. Jeune aidante de sa maman, elle a trouvé un moyen de ne pas rester seule et d'échanger avec d'autres. Je vous laisse l'écouter maintenant dans le podcast. Eh bien, en fait, ma maman est atteinte de la maladie à corps de Lévy depuis novembre 2022. En tout cas, les premiers symptômes sont arrivés à cette période. Et sa maladie a été diagnostiquée quelques longs mois après. Il y a eu beaucoup de périodes différentes où c'était compliqué, où il y a des choses qui étaient un peu hallucinantes, qu'on a vécues toutes les deux. Et au bout d'un moment, je me suis dit... c'est pas possible, il faut que j'en parle aux gens en fait, parce que j'ai constaté aussi qu'autour de moi, personne connaissait en fait la maladie à corps de Lévy, même des professionnels. Je me rappelle une fois, je suis partie à la pharmacie et la pharmacienne ne connaissait pas la maladie et ça m'a un peu choquée. Et bref, et du coup, ce jour-là, il s'est passé un truc un peu bizarre avec ma maman au niveau de ses symptômes et là, je me suis dit, il faut que j'en parle. Du coup, j'ai créé ce compte Instagram, pas que pour moi en fait, aussi pour les gens qui connaissent pas, pour les gens qui connaissent, pour les malades, pour les aidants, mais aussi pour les professionnels de santé. Et voilà, du coup, je partage mon quotidien, mais aussi celui d'autres personnes. En fait, c'est un compte qui permet de faire des témoignages, peu importe qui on est, si on a un lien minime avec la maladie, ou même si on n'en a pas. Je peux partager comme ça via des visuels sur Instagram. Ça a été créé du coup début septembre et à ce jour, on est un peu plus de 400. Pas mal de personnes. Il y a des personnes en fait avec qui je discute régulièrement. Il y a des personnes, c'est même tous les jours, où on s'attache et c'est comme on va dire, maman, elle est au début de sa maladie. C'est souvent des personnes qui vont me conseiller sur essaye d'appeler tel organisme, ça peut t'aider sur telle chose. Ou alors quand je mets des stories et que ça va pas trop bien, souvent j'ai des réponses en message privé où elles me soutiennent, ou elles me disent t'inquiète pas, ça va aller. C'est des personnes de tout âge, des épouses, des filles, des maris, et aux quatre coins de la France, quoi. Le témoignage de Leïla, son compte Instagram s'appelle À bras le corps, est fort intéressant car elle montre son impact bénéfique, celui de construire une communauté, comme on dit, c'est-à-dire de trouver de l'entraide, de communiquer sur un sujet qui est peu connu et de donner encore une fois de la visibilité à celles et ceux qu'on entend peu. Plus on donne à voir, plus on donne à entendre, plus on informe et plus la société sera alertée et compréhensive, si je puis dire. Alors même si c'est un réseau social, en tout cas, Instagram et le compte d'À bras le corps de Leïla a toute son utilité. On arrive à la fin du podcast et de l'émission. Je remercie chaleureusement tous les invités. Merci d'avoir transmis, répondu aux questions, donné de la lumière pour rendre visible et étendre les possibilités aux aidantes et aux aidants. Merci au public qui était là et qui s'est déplacé, attentif tout le temps de l'émission.
Merci à celles et ceux qui ont bien voulu que je capture leur voix et la retransmettre ici. Un remerciement tout particulier à Monsieur Renelli pour nous avoir donné à entendre ses poèmes. Et pour finir, il me semble encore une fois important de remercier l'équipe du pôle Ressources Loubésine, Stella, Audrey et Marie. Merci pour m'avoir accompagné à bâtir cette émission. Et une dernière des dernières, c'est comme les Césars, je dis toujours, on n'en finit jamais. L'émission Les Bonnes Ondes, projet qui émane de l'association Bonjour les Hirondelles, n'aurait certainement pas pu se réaliser sans le soutien du Crédit Agricole et la conférence des financeurs du département de la Gironde. On vous retrouve pour une nouvelle émission des Bonnes Ondes sur le territoire du Sud Gironde très bientôt.